Comment développer un business model menant au succès? Plutôt que de partir de zéro, John Mullins et Randy Commissar conseillent de s'inspirer d'entreprises à qui on veut ressembler, les analogues, et d'utiliser comme repoussoir des entreprises à qui on ne veut surtout pas ressembler, les antilogues. Lorsqu'Apple a développé l'iPod et iTunes, par exemple, elle s'est inspirée du Walkman de Sony et a utilisé Napster, un service de téléchargement illégal, comme repoussoir. Mais les analogues et les antilogues ne permettent jamais de répondre à toutes les questions qu'on se pose lorsqu'on crée une entreprise. Il faut aussi faire des actes de foi, c'est-à-dire prendre des décisions sans être totalement sûr qu'on est dans le vrai. Dans le cas de l'iPod, Steve Jobs n'était pas totalement sûr que les gens accepteraient de payer pour télécharger de la musique. Cette incertitude explique que la plupart des business models doivent être modifiés en cours de route. C'est souvent le plan B, le plan C ou même le plan D qui permet à un entrepreneur de connaître le succès. D'après Mullins et Commissar, 5 critères financiers permettent d'évaluer la qualité d'un business model. Le flux de revenus, qui achète notre produit, à quelle fréquence, à quel prix. La marge brute, combien d'argent nous reste-t-il après avoir financé nos achats. Les charges d'exploitation, en plus des achats, quels sont nos autres frais. Le fonds de roulement, quel est le délai entre le moment où nous payons nos fournisseurs et celui où nos clients nous payent. Les investissements, combien devrons-nous investir avant que les revenus générés par les clients nous permettent de couvrir nos coûts de fonctionnement. Pour connaître le succès, il suffit d'exceller sur un de ces critères. La réussite de Ryanair, par exemple, s'explique essentiellement par la faiblesse de ses charges d'exploitation. D'autres entreprises excellent sur plusieurs critères. La réussite de Zara repose à la fois sur un flux de revenus élevé, car le système des micro-collections incite les clientes à ne pas différer leurs achats, une marge brute élevée, car Zara n'a pas beaucoup de stock et ne recourt pas beaucoup aux soldes, et un fonds de roulement faible, car les clients payent Zara bien avant que l'entreprise espagnole ne paye ses fournisseurs.